vecteur de développement. Ça permet de réduire la pauvreté, de promouvoir l'égalité entre les sexes, d'avoir accès à des emplois de qualité. Voilà ce que j'avais à vous dire moi. Donc, je vais repasser le micro à Alice. Et ensuite, donc, ce sera l'entreprise Téléa Énergie Renouvelable qui prendra la parole. Merci. Juste un petit mot, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 45 minutes de conférence, ce qui laisse exactement 9 minutes par intervenant, top chrono, pour chacune de vos interventions. Ce que je vous propose, c'est de mettre un petit bip au bout de 6 minutes pour que vous sachiez qu'il vous reste plus que 3 minutes. Bonjour à tous, Anthony Leclésio, de la société Téléa Énergie Renouvelable. Je suis chargé de projet au sein de l'entreprise Téléa. Donc, je vais rapidement introduire sur les grands principes de l'énergie photovoltaïque. Toute activité humaine est génératrice d'un certain nombre de besoins en énergie, que ce soit pour le confort, la mobilité ou toute forme d'activité économique. Et pour subvenir à ces besoins, on va avoir besoin d'un certain nombre de ressources. Donc les premières qu'on peut citer, c'est tout ce qui est celles d'origine fossile qu'on utilise depuis le milieu du 19e siècle. Donc, qui sont issues de roches sédimentaires qui se sont formées il y a 2000 années et donc qu'on exploite aujourd'hui depuis. Donc, le désavantage de ces solutions, donc, ça va être leur quantité qui est limitée dans le temps. Et donc, à la combustion, on va générer un certain nombre de gaz à effet de serre qui sont responsables notamment du changement climatique. Donc, en face de ces solutions fossiles, on a celles qui sont dites renouvelables, donc, pour lesquelles on va avoir recours à des ressources abondamment disponibles à l'échelle de l'humanité. Donc, ça va être l'énergie du soleil, la force du vent, par exemple. Donc, nous, on va s'intéresser ce soir à l'énergie dite photovoltaïque qui est issue du soleil. Alors, les grands principes, donc l'effet, il n'est pas récent, il a été découvert en 1939 par M. Becquerel. Et donc, il consiste à transformer l'environnement lumineux en énergie électrique. Donc, ici, on a des exemples de ce qu'on appelle des cellules photovoltaïques. C'est un ensemble de couches de semi-conducteurs. En fait, le rayonnement lumineux va mettre en mouvement des électrons au sein de ces couches et générer un courant électrique. Donc, la partie grise qu'on peut voir sur les cellules, c'est des barres qui sont conductrices, donc qui vont canaliser le courant produit pour exploiter après ce courant électrique. Alors ici, on a la représentation de ce qu'on appelle un module photovoltaïque. Donc c'est cette forme qu'on le retrouve sur le marché du solaire. Donc c'est un assemblage en fait de plusieurs cellules qui vont être mises en les cellules que je vous ai présentées, vont être mises en série et en parallèle pour avoir une puissance relativement importante de potentiel de production. Donc elles vont être encapsulées dans un verre avec un film plastique et un cadre aluminium. Et on va les relier, ces mêmes modules, en parallèle et en série pour obtenir un système complet de production. Alors, le gisement solaire, il est relativement abondant. Il va varier par contre en fonction de la nostro sur Terre, de la latitude, de la saison, par exemple, de la météo également. Mais par contre, on estime qu'il est relativement stable à un endroit donné dans le monde, en fait. Sur tous les ans, il va être à peu près le même. C'est souvent représenté sous cette forme de cartographie. Donc ici, ce sont des kilowattheures par mètre carré et par jour qui sont exprimés sous forme de carte. Alors ici, on voulait juste vous présenter quelques chiffres du marché d'aujourd'hui, en fait. Donc la tendance, elle est à la hausse au niveau des moyens de production qui sont installés. Ça s'explique notamment par la volonté de décarboner notre énergie, et aussi par des besoins de plus en plus importants aussi en termes d'énergie électrique, ce qui va être numérique, télécom notamment, et les besoins futurs qui sont annoncés en termes d'électromobilité. Donc la tendance, elle est à la hausse partout dans le monde, dans toutes les régions.
Donc, entre 2017 et 2023, la puissance installée, elle est multipliée par 3. C'est en tout cas ce qui est annoncé pour la future. Alors, sur cette slide, on a la contribution photovoltaïque en 2019 à l'échelle mondiale aux besoins électriques. Donc, sur les paragraphes jaunes, c'est ce qui peut nous intéresser, là, qu'on avait fait. Il y a, pour l'Europe, en tout cas, un peu moins de 5% de ces besoins électriques qui sont couverts par de l'énergie photovoltaïque. Et dans le monde, on est environ à 3 après, donc il y a plusieurs pays qui ont plus ou moins l'avance sur le sujet et qui se retrouvent plus ou moins en tête de liste. Sur les typologies après d'installation, on a deux grands principes. Le premier, c'est celui qu'on connaît par chez nous, c'est d'être raccordé au réseau électrique. Donc, une habitation dispose d'un accès au réseau public d'électricité. On va ajouter par-dessus, sur son toit par exemple, une centrale solaire. Et celle-ci va être raccordée au réseau en courant alternatif via l'onduleur, en gris sur l'image, et qui va convertir le courant continu des modules en énergie alternative. Et donc on va pouvoir redistribuer cette énergie au réseau public ou en consommer une partie, donc c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Une autre forme d'installation, c'est ce qu'on appelle le site isolé. Donc dans ce cas-là, en fait, on a toujours une installation solaire, seulement on n'est plus raccordé au réseau public. Dans ce cas-là, on va adjoindre un parc batterie qui va nous permettre d'alimenter une partie des besoins, enfin la totalité des besoins. Donc ça fait partie après du dimensionnement. On va pouvoir alimenter des charges directement pour en continu, par exemple de l'éclairage, ou alors via un onduleur, pour alimenter des charges en courant alternatif. Ça dépendra après des besoins. Donc là, après, on est dépendant du dimensionnement qui sera fait pour les besoins. Donc là, on n'a pas de support extérieur via le réseau public. Alors, juste pour terminer cette rapide introduction sur le solaire, alors, quelques exemples de réalisation de ce qu'on peut faire. C'est une réalisation de notre entreprise. Donc, sur la position de toiture en haut à gauche, donc ça va être tout ce qui va être surélevé par rapport au complexe d'étanchéité. Donc on laisse une lame d'air en fait entre la toiture et notre module. Ici, donc on ne le voit pas bien, mais en fait ils sont intégrés directement à la couverture et donc se réalise l'étanchéité du toit. Et enfin, on a des systèmes donc ça c'est le plus grand projet de parcs solaires au sol, où les tables sont fixées au sol. Il y a une inclinaison optimale en fait, donc on va produire de manière plus efficiente. Après, un exemple de mobilité, c'était l'expérimentation Solar Impulse, c'est en haut à gauche, donc un avion solaire qui s'était donné l'objectif de faire le tour du monde sans avoir recours aux énergies fossiles, et donc qui a réussi cette expérimentation en 2016. Ils ont réussi à quitter ce tour du monde. Et enfin, donc en haut à droite, l'intégration du solaire dans des projets architecturaux. Donc là, c'est des modules variés. En fait, c'est une vitre à laquelle on vient, ou à l'intérieur de laquelle on vient intercaler des cellules solaires qui peuvent permettre de limiter les effets de chaleur aussi l'été en produisant de l'énergie électrique. Un exemple de pompage solaire, du coup, on va en reparler un peu après. Donc, on vient pomper en fait au fil de l'eau, du soleil, pardon, de l'eau dans une citerne. On pourra après utiliser par la suite. Et ici, plus proche de nous, donc ça c'était au Burkina Faso, et ici, sur les îles du Bénin, un projet qu'on avait mené de site isolé pour alimenter les petits besoins sur l'île. Donc, grâce à deux sources d'énergie produites, donc l'éolien et le solaire, qui serait créé un parc de batterie. Voilà, j'en ai fini du coup pour cette introduction. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc moi, je vais vous parler d'un projet de formation en pompage solaire à Bamako, au Mali. Initialement, il était prévu en février 2020, mais à cause du virus, on n'a pas pu se rendre sur les lieux, malheureusement. Et maintenant, toujours pareil avec le virus, plus le contexte politique au Mali, on ne peut pas déterminer quand est-ce qu'on va pouvoir reporter cette formation. Donc, c'est le fruit d'un partenariat entre Kenya Énergie Renouvelable et l'AIVM, l'association des Vilaine Mopti.
Et donc, le but, c'est de faire une formation au pompage solaire, donc orientée sur la maintenance de l'installation à destination des utilisateurs, techniciens, électriciens et étudiants maliens. Donc, on a vu précédemment que le solaire il peut être utilisé pour faire plusieurs technologies, donc l'électrique, la chaleur, on peut aussi produire de l'hydrogène. Là, il va servir à acheminer de l'eau d'un point A à un point B. Donc, c'est ça le pompage solaire. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette technologie, ce système, c'est l'énergie du soleil sous forme de photons qui vient exciter des électrons sur un semi-conducteur, donc ici les panneaux photovoltaïques, qui va générer un courant, donc là, qui va se diriger vers une armoire solaire de protection, avant d'alimenter une pompe immergée dans un puits, donc électrique, qui va pomper tout simplement l'eau jusqu'à un réservoir, avant d'être acheminée jusqu'à une borne fontaine où l'eau pourra être distribuée. Là, j'ai résumé brièvement le système. Donc, les enjeux, contextes et problématiques qui nous ont permis de s'intéresser au projet. Donc, tout d'abord, l'enjeu numéro 1, c'est le manque d'eau potable sur Terre. En 2015, 748 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, donc 10% de la population mondiale. Et quasiment une personne sur deux, 47% de la population mondiale, boit une eau dangereuse pour sa santé, faute de système d'assainissement adéquat. Et ceci provoque du coup des maladies hydriques qui sont la première cause de mortalité dans le monde avec le choléra. Donc voilà, il y a de l'avancée technologique, de l'avancée scientifique, mais encore aujourd'hui il y a des problèmes aussi graves que ceux-ci. Et on peut voir aussi une différence de consommation vraiment entre certains pays, donc des pays du Sud, comme l'Afrique, où on consomme en moyenne 15 litres par jour par personne, tandis qu'en France, on est sur 13 fois plus, quasiment à 200 litres par jour et par personne. Donc, le contexte au Mali, donc forcément, ces problématiques sont amplifiées dans ce secteur. Il y a un tiers de la population rurale qui n'a pas accès à l'eau potable, toujours. Un pays touché par les sécheresses, donc avec le réchauffement climatique, on peut s'imaginer que ça va s'amplifier avec le temps. Et les maladies hydriques représentent la première cause de mortalité infantile du pays. Et le Mali compte parmi les pays qui ont un taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Donc, la région de Mopti, au Mali, c'est vers le nord du Mali. Moi, je ne pourrais pas montrer. Je ne pourrais pas toucher avec ma main. Donc, c'est une région qui vit principalement de l'agriculture et de l'élevage, donc les besoins en eau sont assez conséquents aussi. Et donc, on peut dire que dans cette région, il y a vraiment un manque d'eau et une irradiation solaire conséquente, puisque avec 71 000 km² de cellules solaires au silicium, cela pourrait suffire à fournir les besoins mondiaux en électricité en 2014. Donc 71 000 km², ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une petite surface par rapport à la taille du Mali et donc par rapport à la planète. Donc forcément, qui dit manque d'eau, dit irradiation solaire importante, on pense forcément au pompage solaire. Donc la problématique, l'énergie solaire, elle est présente au Mali depuis la fin des années 70. Donc ce n'est pas une technologie qui est nouvelle dans le pays. Les années 70, en plus, c'est le début vraiment des applications solaires photovoltaïques, notamment dans l'espace, pour alimenter les satellites et les stations spatiales. Donc ce n'est pas nouveau à ce niveau-là. Et aussi, 70% des adductions à eau potable motorisées dans ce pays sont équipées de pompage photovoltaïque. Donc ce n'est pas non plus un manque de système qui est la problématique sur ce pays, c'est plutôt les contrefaçons et équipements qui sont de qualité médiocre, notamment au niveau des panneaux photovoltaïques où il y a beaucoup de contrefaçons à ce niveau-là, faute de régulation de marché et de contrôle tout simplement. Et aussi un suivi de maintenance des systèmes qui est inadapté, voire inexistant. Donc, de fil en aiguille, ça mène aux pannes de ces systèmes. Donc, du coup, pour répondre à ces problématiques, nous, on avait pensé à faire une formation qui a pour but de répondre aux problématiques que je vais énoncer ici après. Donc là, je parle peu de notre partie photovoltaïque, parce que nous, PNR Énergie Renouvelable, on avait présenté cette partie uniquement. Donc, pour répondre à la problématique de la qualité des équipements, on pensait donc du coup, sous forme de PowerPoint, leur présenter les différents types de technologies, donc les modules polycristallins, savoir les différencier avec les modules monocristallins, les couches minces, etc.
Ça, c'est des choses faciles à comprendre et à voir visuellement. On peut faire les différences entre ces différents types de technologies. Comprendre une fiche technique de modules aussi. C'est important qu'ils aient la fiche technique des modules qui sont mis dans les systèmes de pompage solaire, qu'ils sachent quel panneau est mis. Et donc, comprendre cette fiche technique, parce qu'il y a un jargon un peu particulier dans le photovoltaïque. Voilà, on parle de puissance, de tension, d'intensité, de puissance crête, de tracker NPPT, de conditions standards de test. C'est des notions assez simples à comprendre, mais voilà, il faut les connaître. Et aussi, sous forme de petits ateliers, mettre en place donc des dispositifs de test et de contrôle via l'appareil, le Soliamètre. Donc, c'est un appareil qui, avec sa fiche technique, avec la fiche technique du module, on peut savoir si le module est défectueux ou s'il provient de la contrefaçon. Donc, ça, c'est sous forme de petits ateliers. Et pour répondre à la seconde problématique, on peut les aider à développer des outils simples de suivi. Aussi, au niveau du photovoltaïque, faire un petit entretien des systèmes, quelque chose d'assez simple, nettoyage des modules, contrôle des fixations, contrôle de l'ombrage, élagage si besoin, et contrôle de la corrosion, des connexions, etc. Ça, c'est une petite maintenance du système qui est assez simple à enseigner et à faire par la suite. Ainsi qu'un tableau qui présente les problèmes des incidents fréquents d'un solaire photovoltaïque. Ça peut être intéressant avec forcément ce qui pose ce type de problème avec la solution. Donc forcément, le pompage solaire, c'est pluridisciplinaire. Donc on ne fait pas tout seul sur le projet. Et donc il dit pluridisciplinarité, donc ça implique la mixité de compétences et vecteurs d'échange favorisant le transfert de compétences. C'est pour ça qu'on pensait aussi à faire une formation. C'est pour réunir des personnes de compétences différentes, de milieux différents, et ça peut être bénéfique vraiment à tout le monde. Donc, on avait plusieurs partenaires sur le projet, des partenaires locaux, la Somagec, Société malienne de gestion de l'eau potable, qui aurait pu présenter, donc éduquer simplement et sensibiliser aux enjeux et problématiques liés à l'eau, et ainsi que sur un petit atelier, présenter des petits kits de tests de qualité de l'eau aux participants. La CEBA, sahélienne de l'énergie de l'eau et du bâtiment. Donc, c'est surtout des experts en forage, pompage, et ils auraient pu présenter un retour d'expérience sur les installations qu'ils ont faites. Et présenter, pareil, sous forme d'atelier, les différentes pompes utilisées lors de leur pompage. L'AER également, Agence de l'énergie renouvelable du Mali. Donc, au même titre que la Somagec, ils auraient pu éduquer, sensibiliser pas sur le thème de l'eau, du coup, mais de l'énergie. Et pareil, présenter leur retour d'expérience sur les systèmes qu'ils ont pu développer. La CIVM également, donc c'est la coopérative Ille-et-Vilaine-Mopti, qui nous ont fortement aidés à l'organisation de l'événement, mais qui malheureusement n'a pas pu se faire. Donc, voilà. Après, ce sont des problématiques qu'on retrouve dans tous les pays du Sahel. Donc là, on s'était concentré sur la région du Mopti, au Mali, mais pourquoi pas de reproduire ce type de formation ailleurs. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, je suis aussi président de l'association Ille-et-Vilaine-Mopti et je vous dis que dès qu'il y aura une porte d'entrouverte au Mali, on rentrera. C'est tout à fait possible que dans les 6 mois, on puisse quand même y aller. En tout cas, on est très optimiste à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur quelque chose de trop triste, il faut avoir de l'espoir. Bonjour, Joël Rouet, je représente l'association Électriciens sans frontières, association nationale avec 14 délégations régionales, dont la délégation Bretagne que nous représentons avec Pierre Philly. 70 adhérents environ sur la Bretagne. Donc notre objectif, nous, c'est de lutter contre les inégalités d'accès à l'eau et à l'énergie et pour contribuer au développement humain et économique des populations où nous intervenons. Voilà, et on a une devise, c'est aider ceux qui aident. Ça veut dire qu'on intervient essentiellement
à la demande et sur sollicitation d'autres associations qui n'ont pas forcément l'expertise pour mener à bien tous les projets qu'ils voudraient mener dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, on va vous présenter, pour faire le lien avec ce qu'on a vu là d'ailleurs, un projet qui est un projet national, mais dont Pierre est le responsable technique, qui s'appelle SISAM, qui veut dire Système d'irrigation solaire amélioré, et qui consiste à mettre des pompes sur des puits qui servent à des zones de maraîchage. Voilà, donc c'est simple, c'est robuste, c'est économique et c'est respectueux de l'environnement. Et voilà, et c'est surtout oui, tout à fait responsable. Donc je passe la main et le micro à Pierre, qui va vous dire un peu plus parce qu'il connaît par cœur le projet. Merci, bonjour à tous. Oui, donc le projet SISAM, hein, je vais le présenter. Voilà. Oui, donc le taux d'électrification au milieu rural, donc 3% au Burkina Faso, hein, 7% au Bénin et au Togo. Donc le maraîchage qui fait vivre beaucoup ces pays-là. Les cultures apportent un complément alimentaire et la majorité des maraîchers exploitent des petites parcelles. Donc nous, dans le projet SISAM, on a surtout travaillé avec des maraîchers de petites exploitations, moins de 2000 m². Et donc pour faire le choix de ces maraîchers, on avait donc une autre personne qui s'occupait de tout ce qui était socio-économique. Donc on a travaillé sur les revenus. Est-ce qu'on avait une majorité de femmes? On a fait un choix d'installer des pompes sur une majorité de femmes. Voilà. La surface, qui avait un puits, bien sûr, sur le terrain. Donc, pour ceux qui disposent des motopompes, le coût du carburant donc, est très élevé. Donc, c'est pour ça que nous, dans le projet SISAM, bien sûr, c'est des pompes solaires. Voilà, donc mettre au point donc, une offre qui permette de diffuser largement le pompage solaire et d'irrigation. Donc, une pompe solaire peu coûteuse. Elle va pomper entre 8 à 12 m³ dans la journée. Donc, ce sont des pompes qui sont à peu près entre 1,5 et 1,8 m³ à l'heure. Donc, le pompage va commencer vers les 8h, 8h30 et jusqu'à 16h. On a donc fait des bassins pour récupérer l'eau, parce qu'on travaille au fil de l'eau, on n'a pas de batterie, hein, donc au fil du soleil, pardon. Voilà. Donc on a ensuite trois bassins de 2000 litres pour stocker l'eau au fil de la journée. Ça permet aux maraîchers de faire l'irrigation le matin et le soir, et moins à l'heure de midi quand le soleil est plus haut. Donc pour ce projet SISAM, on a démarré en 2017, on a fait une première phase, on a installé 27 pompes. Donc 27 pompes pour commencer, on a sur 3 pays, alors on verra la diapo, c'est 3 pays, donc c'est le nord du Togo, le nord du Bénin et le centre-est du Burkina. On a, sur ces 27 pompes, on a installé 14 pompes, donc des pompes de surface, on appelle ça. On peut pomper donc, dans les rivières, dans les marigots. Et ensuite, 11 pompes donc, type Volanta. Je pense qu'il y a certains qui connaissent la pompe Volanta. C'est la pompe donc, qui est faite au Burkina et qui pompe jusqu'à 70-80 mètres. Mais nous, la petite mini Volanta, elle va pomper dans un puits entre 3 mètres et 15 mètres, 15-18 mètres. Dans la différence de la pompe de surface, on ne peut pomper que jusqu'à 8 mètres. Voilà, donc on a aussi, parce que c'était un début de projet, on a installé également 2 pompes immergées pour voir. Donc on avait 3 types de pompes. Le but de SISAM, bien sûr, c'est d'installer des pompes dans les 3 pays à grande échelle. Ensuite, donc, on a eu une troisième, la phase 2, c'est la phase de réflexion. La phase 3, c'était la diffusion de 105 pompes. Donc, on a installé en fin 2019 et donc en 2020 105 pompes, 35 dans chaque pays.
35 au Burkina, 35 au Togo, 35 au Bénin. Et bien sûr, on parle là de la quatrième phase. La quatrième phase, c'est un projet de 1000 pompes. Voilà. On pense donc 2021-2022 installer au moins 1000 pompes. Donc là, on voit les trois régions, le Bénin, le Togo et le Burkina. On a donc bien sûr des partenaires sur place, parce que voilà, pour le choix des pompes, c'est un peu des coopératives. On a travaillé avec des partenaires dans chaque pays. Ils sont présents avec des personnes qui vont sur le terrain. C'est avec eux qu'on a fait le choix des maraîchers. Et donc le suivi est quand même important, parce qu'on est en communication, on fait des réunions avec nos partenaires tous les 2 mois par Skype. Voilà, donc vous avez les 2 types de pompes. Ce sont des pompes, la pompe de gauche est une pompe donc SF2. Elle est faite en Inde. Elle peut pomper donc dans les rivières, dans les marigots, comme je vous le disais. Et elle peut pomper également dans un puits quand le niveau d'eau ne dépasse pas 10 mètres. Et à côté, donc c'est la pompe Mini Volanta. Et celle-là ne peut pomper que dans un puits. Le puits, donc, bien sûr, si l'eau est à 3 mètres, ça dépend de la région, la saison. En décembre, le niveau d'eau dans le puits sera très très haut. Ce sera à 3 mètres, même 2 mètres. Et on peut pomper dans les saisons, même saisons sèches. Entre mai et juin, le niveau d'eau dans le puits est à 15 mètres parfois, entre 12 et 15 mètres. Bon, pourquoi on a fait le choix de ces pompes? La pompe Mini Volanta, elle est très robuste. On peut remplacer également les pièces détachées, à part le moteur, donc tout le reste est mécanique. C'est une pompe à clapet. La pompe de gauche, c'est une pompe qui est faite en Inde, qui est à très bas prix. Parce que le but aussi d'installer nos pompes, c'était de voir le coût. Parce que Électriciens sans frontières, donc pour le projet, la phase 1, on a financé 92% du prix de l'installation entre la pompe et la mise en place et le suivi. La phase 3, on a payé 80%, dont le maraîcher paye 20% de la pompe. Il y a un montant à l'installation et ensuite il peut payer tous les 3 mois, tous les mois s'il veut, ou tous les ans. Donc au bout de 3 ans, la pompe sera faite. Voilà, donc bien sûr, pour l'installation des pompes, c'est bien de les installer, mais on a pensé également, parce que ça peut tomber en panne. Et sur la phase 1, on avait donc 2 partenaires. On a travaillé avec eux. Et ensuite, donc, sur la phase 3, on a fait le choix d'une entreprise qui se trouve à Cotonou et qui a des agences dans les 3 pays. Et ensuite, donc, on a fait un contrat d'entretien avec cette entreprise qui s'appelle Ares, qui se trouve à Cotonou. Un contrat d'entretien sur 3 ans. Donc, l'installateur qui a donc installé les pompes fait également le suivi. Il passe donc 2 fois dans l'année, il va vérifier les pompes si elles fonctionnent bien, faire des contrôles, et ensuite, bien sûr, les réparations quand il y en a. On a fait également des formations. Là, on voit un peu le bassin. C'est un bassin circulaire, c'est un bassin de type sénégalais. Donc, il y a un Sénégalais qui est venu au Togo. On a regroupé des maçons du Burkina, Togo, Bénin pour faire une formation sur 15 jours. On moulait le bassin, après il faut le démouler, il faut le placer. Et également des formations techniques avec des entreprises en place pour donc, les installateurs, les réparateurs dans les 3 pays. Et ça marche très bien. Puis la société Ares, je trouve que ça fonctionne même super bien parce que moi, je peux avoir un suivi de toutes les pannes qu'ils puissent avoir. Donc, il y a un lien sur un Matchbox et puis au fil de l'eau, on voit quand est-ce que le maraîcher a signalé sa pompe en panne, quand est-ce que ça a été pris en compte par Ares et quand est-ce que c'est réparé. Et dans la convention, donc on a un cahier des charges qui est assez précis et on a donc une réparation sur 10 jours maximum. Donc c'est quand même bien pour ces pays-là. Je pense que c'est important aussi ce témoignage, même s'il me reste plus de temps, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai rencontré
des maraîchers. Et je suis retourné les voir une fois qu'on a installé les pompes. Et vraiment, ils sont contents de ces installations-là par rapport à la pénibilité du travail et également par rapport à la production qui peuvent augmenter. Et rien que pour vous dire, parce qu'on avait des petites puces sur les pompes, et j'avais calculé qu'il y avait une maraîchère qui tirait 300 seaux de 17 kg par jour dans un puits. Donc c'est pour vous dire, et quand il fallait chercher de l'eau à 12-15 mètres. Voilà. Merci. Bonjour, Christian Lemoin, association Cavadas. Cavadas, c'est une petite association de Aradon, Morbihan. On intervient sur la thématique du lait local depuis une dizaine d'années. C'était sur le Sahel, et puis aujourd'hui, on s'est concentré sur le Burkina Faso. On a fait aussi des opérations en haut assainissement du pompage solaire. Et donc là, aujourd'hui, on se concentre sur une opération avec l'union des mini-laiteries que je vais vous présenter. Quand même, en restant sur cette première diapositive, donc qu'est-ce que c'est que l'union des mini-laiteries? Donc, elle regroupe 70 mini-laiteries, ce sera la deuxième diapositive. Et donc, en fait, ils transforment le lait local. Ça fait du lait pasteurisé, du yaourt, du lait, donc yaourt et petit lait. Et tous ces produits transformés, après, il faut les stocker et il faut les vendre. Donc, la chaîne du froid est très importante, d'où ce que l'on veut faire avec l'Union des mini-laiteries, donc dans un premier temps sous forme d'opération pilote. Voilà, donc l'union des mini-laiteries est assez importante puisque elles ne sont pas toutes présentes ici, mais il y a 70 mini-laiteries à travers le pays. Donc le principe, le lait, ce sont les pasteurs, donc essentiellement les pasteurs peuls qui amènent le lait à la mini-laiterie. Et là, après, vous avez essentiellement des femmes au niveau des mini-laiteries, donc qui transforment le lait en différents produits. Et puis après, il faut aller le commercialiser. Donc c'est aussi bien, vous voyez, très réparti. Et puis après, vous avez les plus grandes villes que sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, mais ce n'est pas forcément plus simple non plus en termes marketing d'aller vendre dans les grandes villes. Par rapport à ça, vous connaissez aussi le contexte du Burkina Faso par rapport à l'opération pilote que l'on veut faire. C'est assez compliqué parce que pour se déplacer dans le pays aujourd'hui avec une zone rouge, donc les choses sont compliquées au même titre que on l'a dit au niveau du Mali, mais restons optimistes comme l'a dit le président. Donc, ça a été dit tout à l'heure, donc avec un taux d'électrification en milieu rural qui est très faible. Donc, les besoins sont importants par rapport à cette chaîne du froid, donc en travaillant avec les mini-laiteries. Et donc, d'où de vouloir faire d'abord une opération pilote, mais de faire des projets avec du photovoltaïque pour venir alimenter donc avant tout des moyens de conservation du lait transformé. On va vous montrer les deux axes sur lesquels on travaille. Il y avait eu une première opération malheureuse en 2014 où donc, il y avait des frigos solaires qui avaient été amenés sur certaines mini-laiteries et il n'y avait pas eu forcément de sensibilisation suffisante à la clé. Et donc là, c'était des frigos solaires, donc on va dire bien isolés, qui étaient alimentés par des panneaux solaires, mais il n'y avait pas de batterie, rien du tout. Donc il fallait quand même faire très attention pour conserver
pour conserver le froid, et auquel cas les frigos restaient trop longtemps ouverts. Et donc, il y a eu beaucoup de plaintes derrière ça, des illusions. Et donc, il y a aussi ce qui a été dit par nos collègues de TVA et Électriciens sans frontières, sensibilisation au départ, formation des intervenants et suivi dans le temps. Donc, voilà ce que l'on veut faire d'abord au travers d'une opération pilote, et puis ensuite sur un nombre de millimétries un peu plus important, et aussi ce qui a été dit. Donc les millimétries ont des capacités financières, elles n'ont pas de fonds propres, donc c'est très faible. Donc il faut aussi travailler sur l'aspect microfinance pour que elles puissent payer au fur et à mesure l'installation qui va leur être proposée. Voilà, donc on n'est pas parti cette fois-ci sur une solution frigo solaire et uniquement avec les panneaux photovoltaïques, quoique ça pourrait quand même être renouvelé parce que sur 70 millimétries, il y a beaucoup de cas différents et donc on a beaucoup de peine en France quand on voit des quantités de lait, ne serait-ce déjà que le lait qui va être produit par une seule vache. Donc là-bas, il y a des millimétries qui transforment en tout et pour tout 50 litres de lait par jour. Donc ce sont des quantités très faibles. Et une belle millimétrie, elle transforme entre 500 et 1000 litres par jour. Donc vous imaginez que quand vous transformez une quantité très faible, avec un prix de vente qui est faible, ça vous donne des capacités financières qui vont être faibles aussi pour pouvoir rembourser des investissements. Donc les deux solutions, c'est de dire tout dépend si on est quand même dans un endroit où il y a l'alimentation par la Sonadel, mais sur beaucoup d'endroits, il faut savoir qu'aujourd'hui les problèmes d'alimentation électrique au Burkina Faso sont difficiles, il y a beaucoup de coupures, et des coupures qui peuvent aller jusqu'à 5 heures de coupure de suite. Donc il est important pour pouvoir maintenir la chaîne du froid d'avoir un système de secours. Donc les solutions pour certains, quand ils ont les moyens, ça va être avec le groupe électrogène, qui coûte très cher. Donc la solution panneau photovoltaïque en complément du réseau électrique. Donc voilà, donc vous avez un boîtier de gestion. Donc on est associé à l'entreprise d'Ablatec, qui est une entreprise qui est implantée à Ouagadougou. Et donc il y a un stockage qui va se faire donc, sur les batteries, donc les modules photovoltaïques qui vont être sur le toit de la millimétrie, et en l'occurrence le réfrigérateur qui en l'état va être en courant continu. On peut imaginer les deux qui soient aussi en courant alternatif. Bon, on est dans ce schéma-là aujourd'hui, et quand il n'y a pas la Sonadel, donc on est dans un schéma module photovoltaïque, batterie. Sur les 70 millimétries, il y en a aujourd'hui quasiment la moitié qui sont dans un schéma où il n'y a pas d'électricité. Donc, que dire voilà, au niveau des réfrigérateurs, forcément, il faut aussi des réfrigérateurs avec une bonne isolation à plus. Et la difficulté entre le réfrigérateur en courant continu et en courant alternatif, il y a un surcoût important. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il faut calculer quel est le meilleur schéma. Voilà, donc gérer la situation complexe actuelle. Donc on part sur une opération pilote sur 3 millimétries. Donc en parallèle avec cela, donc, les discussions sont pour nous quand même assez compliquées, parce que vous avez en face l'Union qui est basée à Ouagadougou, mais les millimétries qui sont dispersées. Donc il faut aussi qu'il y ait des éléments de communication qui se fassent. Donc il y a aussi tout un travail qui se fait en ce moment en utilisation d'un outil qui s'appelle EpiCollect 5, qui, donc à partir d'un téléphone portable, de pouvoir faire de la collecte de données au niveau des millimétries. Donc, dit collecte de données, dit aussi suivi
comme ça a été dit tout à l'heure par le collègue électricien sans frontières, c'est important dans le temps de pouvoir faire un suivi. Et donc, ce que l'on veut mettre en place avec Dargatech, en parallèle avec l'aspect microfinance, où là, on devrait être aidé par une structure qui s'appelle la Fondaine. Donc, il faut aussi mettre en place un service de maintenance vis-à-vis des mini-laiteries. C'est le travail qui va être fait avec Dargatech. On a parlé des aspects formation, donc les aspects formation, ils seront là aussi parce qu'aujourd'hui, le service de maintenance n'existe pas, donc il est à créer, il faut former les personnes. Donc l'aspect formation est aussi très important. Voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai dû respecter les paliers. Merci beaucoup. Vous avez tous expliqué parfaitement le timing. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste ajouter ça. Donc merci à tous, c'est vraiment très intéressant, très divers. Hein, et ça conforte et ça questionne. Donc il y a des gens qui sont aussi en vidéo, hein, par exemple le conseil départemental Ille-et-Vilaine qui travaille sur des centrales solaires. Il y a aussi une association de Cesson qui a des expériences identiques à ce que l'on a pu vivre. Donc, le fil rouge de cette soirée, c'est vraiment la formation. L'idée, c'est de travailler comme volontaire sur ce type de réflexion, de façon générale, de partager l'expérience que l'on a eue et de voir ce dont ont besoin les personnes sur place. Donc, ce qu'on a pu constater avec l'entreprise Kenya, c'est que aussi bien les entreprises qui, quelquefois, se trouvent dans les capitales et n'ont pas envie de se déplacer pour des petites pannes. Sur le terrain, vous n'avez pas d'électricien, comme on peut avoir ici, pour réparer notre téléviseur ou pour simplement nous dire qu'on avait mal branché notre appareil. Et lorsque les villages sont isolés, il n'y a personne qui est en capacité simplement de décrire le type de dysfonctionnement qu'il y a, qui permettrait déjà sans doute de faire avancer les choses. Donc, les expériences qu'on a aujourd'hui, là, ce soir, et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, amènent beaucoup de ressources. Et donc, moi, l'idée du réseau Bretagne qui vient, je vous ai dit que c'était d'accompagner les acteurs. On a cette idée d'accompagner les acteurs. On a des bailleurs qui sont venus nous voir pour nous dire on peut vous financer. Et donc, RBS peut accompagner, peut être porteur financier du projet, c'est-à-dire aller demander des financements qui sont gérés après par un ensemble d'associations ou d'acteurs, d'entreprises, de collectivités, etc. Parce qu'essentiellement, sur ces projets-là, il y a des associations, des entreprises et des collectivités. Donc, le but de la soirée, c'est ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, on se sera bien conforté dans notre projet et qu'enfin, on travaille ensemble. C'est ça qu'on a pris au nom, etc. Et que j'espère, fondamentalement, qu'on se retrouve ensemble pour pérenniser véritablement toutes ces structures-là qui existent en Afrique et dont l'Afrique a tant besoin. Parce qu'on a parlé de l'Afrique, mais ça peut être l'Amérique du Sud ou l'Asie. Voilà. Merci. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'on commence par les questions qui ont été posées en ligne? Juste encore pratico-pratique, je vais vous demander de garder vos masques cette fois-ci pour répondre aux questions, pour pas qu'on échange de micro à chaque fois. Donc, Allô, oui. on a une question de Sébastien Lefebvre, justement, qui demande quels sont les partenaires financiers et notamment pour Électriciens sans frontières. Bon, Électriciens sans frontières a plusieurs niveaux de partenaires financiers. Donc nous, en tant que délégation Bretagne, on s'adresse
à des partenaires locaux, donc notamment les syndicats d'énergie, du Morbihan, du Finistère, du Côte d'Armor. Alors, je ne cite pas les Vilaines parce qu'on n'a pas eu de projet sur les Vilaines pour l'instant qui le justifiait. Les syndicats d'eau aussi, les collectivités locales, Quimper-Bretagne occidentale, par exemple, ou Brest Métropole, ou la ville de Brest, certaines entreprises. On a un partenariat avec, plutôt dans le nord, sur Brest, avec des entreprises. Et puis, on a des fondations au niveau national aussi. Pas forcément la fondation EDF, mais la fondation Nexan et d'autres fondations beaucoup moins connues. Mais on a eu, par exemple, un financement avec la fondation Abbé Pierre, par exemple, sur un projet, sur un centre d'accueil de jeunes handicapés, voilà. Pas handicapés, mais des jeunes en difficulté. Voilà. Et puis, il passe, la Fondation Abbé Pierre est passée sur place vérifier que ce qu'ils avaient financé avait bien été réalisé. Donc, ils sont assez exigeants. On a aussi des comités d'entreprise, par exemple. Donc, on a deux niveaux de financement. Voilà. Merci Joël. Il y a encore une question pour vous. Voilà. Électriciens sans frontières font-ils un suivi financier et technique des projets CISAM? Si oui, sur combien d'années et sous quelle forme? Quelle est la durée de vie des pompes? Alors ça, je vais plutôt laisser Pierre répondre parce que c'est lui le spécialiste du projet. Donc, pour le projet CISAM, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait un contrat avec EAREF déjà pour 3 ans. Hein, donc, la première année qui était sous garantie, et on a signé un contrat de 3 ans sur donc les 137 pompes, qui inclut la réparation et la surveillance, l'entretien des pompes, donc les 2 passages par an. Après la durée de vie des pompes, on a fait un choix sur la choix de la Volanta, la mini Volanta, parce que c'est une pompe qui est simple, qui est robuste. Donc on espère, si elle fonctionne aussi bien que la Volanta, donc, qui est bien présente sur le Burkina et puis en Afrique. Voilà. Ensuite, le deuxième type de pompe qu'on voit sur la SF2, c'est vrai que ce sont des pompes indiennes, qui sont faites en Inde, donc le coût est très bas également. Hein, et on espère avec les 1000 pompes, justement, faire un bon réseau, d'avoir des prix compétitifs, parce qu'on se dit, voilà, la phase 1, la phase 3, Électriciens sans frontières a aidé beaucoup à l'installation des pompes financièrement, en faisant des bassins aussi. Mais sur les 1000 pompes, on espère que justement les pays se prennent en main, et on est là pour donc faire connaître le produit et que ça se passe bien et que ça se développe. Il y en a d'autres, mais... Une question dans la salle pour... Merci. Vous parliez de pompe tout de suite, ça veut dire que s'il y a pompe, il y a pompe. Et dans des lieux où on n'a pas beaucoup d'eau, enfin on ne sait pas où est l'eau, qui participe en recherche d'eau? Est-ce qu'il y a un spécialiste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est particulièrement spécialisé à ce niveau-là? Je vais répondre. Donc nous, pour le projet CISAM, on a fait donc une étude avec des partenaires. On avait une équipe qui faisait le socio-économique. On a regardé, moi j'étais sur place également en 2018. On a fait des tests sur les puits, donc les tests de débit. Sur la phase 1, on a fait des tests. Sur la phase 3, on n'a pas fait parce que ce n'était pas trop utile pour nous. On s'est fié davantage aux maraîchers. Le maraîcher qui nous disait, donc je vous ai expliqué tout à l'heure que la pompe elle faisait 1,5 m3 à l'heure. Pourquoi des petits débits? Parce qu'on préfère que la pompe fonctionne toute la journée, de 8 h à par exemple à 16 h, donc elle nous pompe 10 m3 dans le puits.
que si on met des pompes qui ont une capacité avec un débit de 5-6 mètres cubes, au bout de 2 heures, elle sera à l'arrêt. Elle coûtera beaucoup plus cher. Donc, la petite pompe mini Volanta, par exemple, quand on va pomper même à 15 mètres, 18 mètres, on arrive à 1,1 mètre cube par heure. Donc là, les puits sont déjà faits. Nous, quand on choisit le maraîcher, le puits existe. Donc le point d'eau existe, la rivière est sur place, le marigot est à côté le terrain. Et le puits existe déjà. Ensuite, vous dites que pour rechercher de l'eau, on a fait un forage donc, dans le centre d'accueil au Burkina. On a une équipe spécialisée donc, sur place qui vont rechercher le point d'eau. Donc, on appelle ça une étude hydrogéologique, qui est compris dans notre offre, dans le cahier des charges. C'est l'entreprise qui va chercher. Maintenant, on a deux solutions. Soit qu'on sous-traite la recherche hydrogéologique, ou bien on prend la personne qui va faire le forage, qui va installer la pompe et qui fait également l'étude. Moi, quand j'étais chef de projet, j'avais fait le choix de prendre l'entreprise. Il y a quand même des tests, des forages négatifs avec ça. On peut percer et ne rien avoir. On a eu un forage à Racaille, dans une école au Burkina. On a fait un premier forage qui était négatif. On a fait un deuxième, c'était bon. À Sagou, donc dans le centre pour les enfants, dans l'étude, on nous disait qu'on aurait de l'eau entre 70 et 80 mètres. Et c'est vrai qu'à 60 mètres, à 70 mètres même, la personne m'avait appelé le soir en disant qu'il était 18 heures, voilà, on n'a toujours pas d'eau, on va continuer encore. Et puis, voilà, un quart d'heure après, il m'a appelé, il avait dit. Donc, on a quand même des études hydrologiques qui sont très très précises. On ne sait plus le sourcier comme on avait dans le temps, mais voilà. Après, il y a trois types d'études, dont une qui est un peu élevée, point de vue prix, mais qui est encore qui est très très sophistiquée. Et ça dépend des régions aussi. Après, il y a des. Faut faire confiance aussi aux gens du pays, de la région, parce qu'ils savent aussi sur les nappes par rapport à d'autres puits. Voilà, les anciens qui existent, ils les savent, je l'appelle ça. Mais il faut aussi leur faire confiance. Ça veut dire que c'est vous qui financez d'abord le forage. Oui, donc nous, quand on a l'accès à l'autre, on fait de l'accès à l'électricité, on va déjà commencer, quand on va commencer notre projet, on va payer l'étude hydrogéologique. On fait une étude. S'il y a de l'eau, on va continuer notre projet en disant, maintenant, on va consulter des entreprises pour faire un forage, l'installation, quel type de pompe, est-ce qu'on met une pompe immergée, est-ce qu'on met une pompe volontaire. Mais l'étude, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, l'Expédition Sans Frontières, on n'avait pas d'étude hydrogéologique. On s'est dit que c'est pas le plus facile, même s'il y a toujours une part d'erreur. On a bien vu à Racaille, on avait fait deux recherches, il y avait même sur deux négatifs. On fait une tâche à fond. Autant l'électricité, quand on va éclairer des salles, on est sûr d'arriver au bout. On sait très bien ce qu'il faut faire. Autant l'eau, c'est un peu plus compliqué. Et puis, bon, on en parlait tout à l'heure, l'eau est de plus en plus rare en Afrique, dans les nappes phréatiques également, donc c'est compliqué. Puis, il faut quand même percer 80-90 mètres. Et pour avoir des débits de 3 mètres cubes à l'heure. C'est pas non plus. Donc, pour la IBM, on n'a pas tout à fait la même chose. On fait beaucoup de forage sur les puits, on fait de travail sur les puits, on fait peu de travaux sur les forages. Hein. Mais vous demandiez aussi des financements. Donc, le financement s'adresse au syndicat des eaux, on est 1% eau, hein, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Oudin Santilly, et qui donc permet au syndicat des eaux de prendre sur la ressource financière jusqu'à 1% pour donner à des projets de solidarité internationale. Il n'y a d'ailleurs pas que l'eau, il y a aussi l'énergie. Donc, on peut doubler, on peut demander une subvention pour l'eau, pour le solaire, et aussi pour les déchets miniers. Donc, il y a ces financements-là, des syndicats des eaux qui sont autour de Lorient. Il y a aussi l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous permet de... Parce que les techniques d'électricité sans frontières qui sont, à mon avis, très,
très pertinente, hein, puisqu'avec du petit matériel et des coûts quand même faibles, arrive à fournir quand même beaucoup d'eau et du maraîchage. Et pour fournir de l'eau potable, souvent, il faut aller la chercher très loin. Et donc, les forages, c'est ça, on a parlé d'études hydrogéologiques, de forage négatif. Ça, il faut le savoir aussi, c'est que des moments, on paye quelque chose et il n'y a rien. On trouve le forage hydroélectrique permet simplement de découvrir une faille, un trou, une grotte, et quelquefois, il n'y a rien dedans. C'est seulement après, lorsqu'on creuse, que l'on trouve si le forage est positif et négatif, et un forage inférieur à 1 mètre cube, normalement, est donné comme négatif. Voilà. Ensuite, effectivement, on travaille avec des entreprises, avec différentes entreprises. En général, on ne donne pas le marché à celui qui a fait le forage. C'est quelqu'un d'autre qui va après travailler sur la structure photovoltaïque. Et par contre, certaines entreprises maliennes doublent. Hein, les entreprises qui font de l'hydroélectrique, là, les sondages hydroélectriques, doublent avec un sourcil, avec un pendule, et souvent, ils ne se trompent pas. Oui, juste une question pour les entreprises qui travaillent justement sur ces projets-là. Je dis bien pour les entreprises. On a parlé de rentabilité au début. Pour se déplacer dans des pays comme ça, il faut bien sûr trouver une certaine rentabilité pour vous. Si on vous amène sur un nouveau pays, qui ne sont pas le Burkina, le Mali, dont on a pu parler, comment est-ce que vous abordez cette dimension économique par rapport aux associations? Est-ce qu'il vous faut un certain nombre de projets, ou une taille de projet, ou un volume minimal d'investissement? Comment vous abordez ces questions-là? Ludovic Marnier, du coup, Société Kenya. Juste pour parler rentabilité de l'entreprise sur le projet que l'on fait avec l'AIDN, c'est du mécénat de compétences. On a fait un bon numéraire également, donc là on est purement sur du bénévolat. Et on n'a pas de retombées économiques et on ne cherche pas de retombées économiques sur ce projet-là. Alors après, l'entreprise dans la salle, mais nous aujourd'hui on ne sait pas d'aller sur d'autres pays et on n'a pas de volume minimum pour s'intéresser à un projet ou à un pays. En France, en Bretagne ou à l'étranger, nous on s'interdit aucune étude, on a une PME. Donc, voilà. Donc, pour Électroniciens sans frontières, nous, on n'a pas de recherche de rentabilité économique, puisqu'on finance les projets que l'on mène. Alors, on cofinance, hein, parce qu'on essaye à chaque fois que les bénéficiaires participent au financement, et souvent c'est minime par rapport au coût global du projet. Maintenant, suivant les pays, suivant les régions, il y en a qui vont travailler sur l'Asie, par exemple. On a des gens dans l'Est qui travaillent plutôt sur le Népal, par exemple. Il y en a qui travaillent au Cambodge ou au Laos. Nous, on est plutôt sur l'Afrique subsaharienne. Mais si un jour, quelqu'un vient nous voir pour un projet au Laos ou même en Amérique du Sud, on a des collègues qui travaillent sur le Pérou ou la Bolivie. Haïti, c'est très risqué en ce moment. Mais donc, on a des experts un peu partout avec un réseau de connaissances des entreprises locales qui peuvent travailler pour nous. Après, on n'a pas de dimensionnement particulier de projet, mais c'est vrai que s'il faut aller au Laos pour éclairer une seule école, je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Il faut, donc, ce qu'on fait quand on nous sollicite, par exemple, pour Pierre parlait du projet Racaille, on nous a sollicité pour une école. Ce qu'on regarde, c'est l'environnement qu'il y a autour de cette école. Et on a vu qu'il y avait une deuxième école à 2 km de là, et entre les deux, il se construisait un collège. Donc, on a fait les deux écoles, le collège. Il y a une école où il n'y avait pas d'eau, et on a donc mis aussi l'eau. Donc là, on avait 3 électrifications, plus un forage pour de l'eau, ce qui faisait un projet qui était tout à fait correct, mais on aurait pu faire à moins. Hein. Voilà, bon, là, c'était au Burkina, donc on y va souvent, c'était aisé, mais on a fait une plateforme multifonctionnelle pour des artisans, par exemple,
au Cameroun, en pleine forêt équatoriale. Là, il fallait 6 heures pour y aller, c'était que de la piste, complètement isolée. Donc on est très content d'avoir fait le projet, par contre on a beaucoup de mal à le suivre aujourd'hui, parce qu'il n'y a quasiment pas de réseau, on n'a pas de lien. Donc moi je communique uniquement avec le médecin-chef qui, quand il rentre à Yaoundé, a WhatsApp et puis Facebook. Et comme ça on communique avec eux. Mais on ne cherche pas la rentabilité de nos projets. Par contre, on cherche à diminuer au maximum les coûts pour les utilisateurs ultérieurs, parce que le but, c'est bien l'autonomisation des populations. Et donc, il faut qu'elles s'approprient les installations qui sont faites et qu'elles soient capables ensuite d'en assurer l'entretien, la maintenance éventuellement, donc mettre en place des activités génératrices de revenus, des AGR, pour qu'elles puissent financer au moins en partie. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre les installations pendant au moins 10 ans et que dans 10 ans, elles fonctionnent toujours. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il reste quelques petites minutes? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il y a quelqu'un, Marie-Françoise Aurore, qui souhaite intervenir. Oui. Vous m'entendez là? On va essayer. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Alors, pour l'instant, on ne vous entend pas. Vous m'entendez pas? Je vais augmenter le son. Alors, moi, j'ai activé mon micro. C'est bon, on vous entend. On m'entend? C'est bon? Oui. D'accord. Parfait. Alors, normalement, c'était mon collègue Yves Kennecdu qui est chargé plutôt que moi de suivre ce dossier énergie pour l'AESCD. Donc, l'AESCD, c'est une association d'échange solidaire Cesson d'Ancassari et qui gère un peu tout ce qui est coopération décentralisée avec la ville, entre la ville de Cesson et la commune rurale de Dancasari. Donc, parmi notre volet d'activité, on a effectivement aussi tout un tas d'actions sur l'énergie. Et en particulier, donc, grâce au financement de l'agence du syndicat départemental de l'équipement 35, donc des actions dans le domaine électrique, l'énergie renouvelable pour des cases de santé en particulier. Donc ça fait plusieurs années qu'on a été financé comme ça. Alors j'ai cru comprendre, parce qu'on a parlé du 1% eau, voilà, mais il y a aussi le 1% énergie. Alors moi j'avais compris qu'il y avait aussi le département 22, il y avait aussi le syndicat départemental de l'énergie du département 22 qui finançait des actions de développement. Donc ça aurait été déjà une première question que j'avais. Alors sinon, au niveau des formations, on a fait déjà des formations dans le domaine hydraulique. Donc là, c'est des formations qui se font sans aucun déplacement de français, en fait. C'est le responsable départemental de l'hydraulique et de l'assainissement qui fait ces formations, qui implique aussi savoir un petit peu réparer les forages et toute la partie électrique. Sinon, pour ce qui est de la partie vraiment énergie solaire dans les cases de santé, là pour l'instant, la personne qui fait les installations, qui est lui-même compétent, essaye de former à chaque fois qu'il va dans Cassari, former une personne locale pour qu'il puisse après réparer les équipements si nécessaire. Donc voilà, donc on travaille pour l'instant, nous, avec des formations qui sont entièrement prises en charge sur place là-bas par des personnes locales. Voilà ce que je voulais dire. Mais évidemment, on est très intéressé par le fait on voit, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'activités au Burkina ou au Mali. C'est toujours un petit peu la même chose. Le Niger est toujours un petit peu le parent pauvre. Mais je pense que ça pourrait être effectivement intéressant de travailler tous ensemble à échanger des pratiques de formation. Moi, ça me semble très important d'arriver à faire des actions pour lesquelles on n'a pas besoin de se déplacer de France, parce que ça devient quand même de plus en plus difficile. Je trouve que c'est quand même dommage qu'il y ait des actions de formation qui soient prévues et puis qui après ne puissent pas avoir lieu, quoi. On essaie d'éviter ça, nous. Merci.
Juste pour répondre à la dame, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, dans chaque département, il y a un syndicat départemental de l'énergie et les 4 financent des projets liés à l'électricité. Hein. Ils ne financent que la partie technique sur présentation de factures en général, mais voilà. Donc les 4. Et sinon, pour la formation, nous, on travaille aussi avec les entreprises locales. Et je voudrais saluer d'ailleurs l'entreprise solière de Ouagadougou qui doit être en ligne parce qu'ils nous ont dit qu'ils suivaient et qui a assuré la formation sur le projet Racaille dont on parlait tout à l'heure, puisque nous, on ne pouvait pas y aller. Donc, il y a des entreprises locales qui sont très, très compétentes, que ce soit au Cameroun, au Togo ou au Burkina, pour faire ce genre de choses. Donc, pour répondre à Marie-Françoise Roy, donc, moi je suis aussi très favorable à ce que les formations soient faites par des locaux. D'ailleurs, le but, ce qu'on n'a peut-être pas spécifié tout à l'heure, c'est que les formations qui auront lieu au Mali, ce seront des formations de formateurs. Donc, ça veut dire que les Français vont venir à Bamako, essentiellement, je pense, en particulier pour l'entreprise Kenya, pour travailler sur la qualité du matériel. On s'est rendu compte, comme l'a développé Maxime, hein, il y a beaucoup de matériel obsolète, quoi. Les panneaux solaires qui sont mis au rebut ou écartés en Europe sont vendus en Afrique. D'une façon plus globale au niveau de la formation et avec l'aide du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, l'AIVM et l'entreprise Kenya ont eu un financement de la Fondation Schneider pour une triple formation. D'abord, une étude de terrain pour savoir les besoins en formation dans la région de Mopti, mais ensuite une formation expérimentale sur place pour voir justement à partir des besoins ce que l'on peut faire au niveau local. Ensuite, donc, une formation nationale où là, des Français interviendront, donc l'entreprise Kenya et l'AIVM, avec la SOMAGEP dont on vous a parlé tout à l'heure, la CEBA, l'ENR, etc. Donc, sur place, formation nationale qui a été développée par Maxime. Et enfin, on a réussi à obtenir aussi, ça a beaucoup intéressé la Fondation Schneider, la formation d'un étudiant ou d'un jeune malien ou malienne à l'intérieur de l'entreprise Kenya, un BTS énergie solaire, énergie renouvelable, parce que je pense que le côté aussi éolienne, tout ça, sera abordé. Donc ça pendant 2 ans, donc avec un financement de Schneider, un financement de l'entreprise Kenya, donc sur les salaires, etc. Et aussi des financements annexes au niveau des départements, etc. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé des financements, effectivement, il y a les syndicats, et il y a aussi les collectivités. Non, il faut bien que je les cite parce qu'elles sont vraiment très à l'écoute. Hein. C'est bien la région Bretagne qui peut financer, et aussi les départements. Mais ça, Ludovic vous a parlé du mécénat de compétences, du mécénat, Kenya pour l'AIVM, c'est du mécénat financier, on reverse de l'argent pour la formation, mais lorsque les salariés de Kenya se déplacent au Mali, ce n'est pas sur leurs vacances, hein. C'est un temps de travail. Donc, c'est du mécénat de compétences. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc à ce niveau-là, ce que l'on peut dire. Mais je suis complètement d'accord avec Marie-Françoise. La formation, c'est sur place. Les Blancs, ils viennent 5 minutes, hein. Après, ils s'en vont. Et puis, il ne se passe plus rien. Si il n'y a pas eu quelque chose qui s'est fait avec des populations, et que ces populations-là se sont vraiment pris au jeu et ensuite travaillent sur la maintenance.
Il y a juste Marilyn Lecomte de la région Bretagne qui précise que la région apporte également son soutien financier pour des projets eau, assainissement, électrification. Et peut-être une dernière question avant l'apéritif. Assurez-vous un suivi de tous ces projets dans la durée? La formation, c'est la pérennisation. Pour Électriciens sans frontières, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, on suit tous nos projets dans la durée. Alors, on va les suivre jusqu'à 10 ans, c'est l'objectif. Un exemple très simple, avec la crise du Covid, on a décidé au niveau national de réintervenir et de réinterroger tous les projets sur lesquels on avait travaillé sur des hôpitaux, des centres de santé pour voir leurs besoins. Et nous, par exemple, en Bretagne, on a travaillé sur quatre sites, l'hôpital de Saponnet au Burkina, un au Togo, un hôpital au Cameroun, un autre en RDC. Et là, sur Saponnet, c'est en train de se mettre en place, mais on va remettre de l'éclairage supplémentaire, on va remettre en service un respirateur et puis l'incinérateur de l'hôpital qui était en panne. Et puis voilà, et puis donc c'est des projets qui ont 5-6 ans et on retourne dessus et on a toujours nos contacts, ce qui nous permet, dans le cadre de la crise, de retravailler avec eux et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voilà. Et en formation, je veux dire qu'on a travaillé, nous, avec la ville de Saint-Brieuc, qui est un très bon exemple, puisqu'ils voulaient faire 15 cases de santé au niveau d'Agadez, au Niger. Au Niger, impossible d'y aller. Donc, on les a aidés à étudier l'appel d'offres, etc. Et au niveau de la formation, comme on ne pouvait pas y aller, ils ont fait venir deux jeunes d'Agadez. Et on a monté un module de formation d'1 semaine. Ils ont été tellement bien formés que quand ils sont repartis, il n'y avait plus besoin d'appel d'offres, puisque c'est eux qui ont équipé les 15 cases de santé et qui ont formé 1 ou 2 autres. Et ils ont fait eux-mêmes le travail, ce qui fait qu'économiquement, ça a été très, très rentable. Et tout le monde était content. Et eux, ils sont montés en compétences. Mais ils avaient déjà une compétence initiale. Mais il y a des gens qui ont vraiment une compétence dans les pays. Il ne faut pas croire qu'on arrive dans un terrain vierge sans rien. Hein. C'est parfois surprenant, mais bon. Donc là, c'est un très bon exemple qui a été mené avec la ville de Saint-Brieuc en coopération décentralisée. Donc, merci à tous. C'est une soirée que vous avez fait ramasser, ça s'appelle un apéro pitch. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui sont présents vont pouvoir bénéficier au moins de la première partie du mot. Mais on a tenu les délais. Alice, c'est bien, hein, à peu près. On a dépassé 5 minutes, 8 minutes, on a dépassé. Mais le traiteur n'est pas là. Donc, merci à tous. Donc, les gens présents ici, hein, les gens paulois, les noms qui ont été cités par Aline, là, ce sont des noms connus. Hein, et ce sont soit des partenaires, soit des bailleurs. Toutes ces personnes-là font partie du réseau Bretagne Solidaire et nous donnerons certainement un coup de main dans ce travail au niveau des énergies renouvelables. Moi, je vous incite à participer à ce groupe, hein, qui est déjà constitué, mais qui a peu de monde. Donc, vous êtes les bienvenus avec cette idée-là pour RBS de mettre en place les synergies, de mettre en place les ressources, hein, et pour des projets peut-être, comme l'a dit Ludovic, plus importants. Hein, j'ai évoqué tout à l'heure l'Agence française de développement qui est venue en Bretagne pour nous dire nous avons de l'argent sur les mésoprojets. C'est-à-dire que les petits projets, ils doivent confier à une officine, projet jusqu'à 100 000 €. Les gros projets, les entreprises et les associations souvent ne peuvent pas suivre, donc au-delà de 800 000 €. Les collectivités peuvent le faire quelquefois,
mais les mésoprojets, donc entre, on va dire, 150 000 et 700 000 euros, ils n'arrivent pas à financer parce que personne ne les demande. Par contre, il faut un groupement pour ça. C'est pas un peu de 3 ou 4 personnes. Par exemple, le projet que la IBM fait avec INEA et aussi avec la collectivité d'Ille-et-Vilaine, ce n'est pas 700 000 euros, hein, c'est beaucoup moins. Donc, on se retrouve dans un paradoxe. C'est pour ça que le Réseau Bretagne Solidaire est là, pour coordonner tout ça, pour aider, pour accompagner, pour suivre, pour former, pour l'aide au projet. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir devant vous, pour vous parler de tout ça, avec l'entreprise Kenea, Électriciens sans frontières, Abadas et la IBM. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir accueillis. Merci à vous. Et puis maintenant, on va prendre un petit coup ensemble et discuter.